Mark Harmon est un acteur et réalisateur américain originaire des États-Unis. Parmi ses nombreuses réalisations, il est surtout connu pour son rôle de Leroy Jethro Gibbs dans la célèbre série télévisée NCIS, diffusée sur CBS. Bien que Gibbs soit lié à une histoire familiale très pénible, l'agent du NCIS n'en a pas conscience. Il nous est apparu qu'il existe une facette de la vie de Mark Harmon qui ne correspond pas du tout à ce que les représentants des médias nous ont toujours dit de lui. Celui qui est lié à la loi et à l'ordre est un certain Mark Harmon. Ce voyage est unique en son genre en raison de la vie difficile que sa sœur, Kristen Nelson, a eue jusqu'à présent. Contrairement aux paillettes qui sont souvent associées à leur nom de famille, la vie de Kristen est tout à fait à l'opposé de ce que l'on associe généralement à ce nom. Un réseau complexe d'amour, de dévotion et de lutte pour la survie commence à prendre forme alors que leurs vies commencent à se connecter et à diverger l'une de l'autre. Mark Harmon, du football au NCIS. Thomas Mark Harmon est né le 2 septembre 1951. Sa carrière a débuté dans le sport. Mais vous le connaissez peut-être pour son rôle de Leroy Jethro Gibbs dans NCIS. Les athlètes comme Harmon existaient bien avant d'être célèbres à la télévision. Issu d'une famille de 3 enfants, Harmon a passé son enfance à Burbank, en Californie. Il est né de Tom Harmon, commentateur légendaire de football et vainqueur du trophée Heisman, et d'Elise Knox, actrice, mannequin et artiste. L'actrice et peintre Kristen Nelson et le mannequin et actrice Kelly Harmon sont les sœurs aînées de Harmon. Harmon s'est senti attiré par le métier d'acteur après avoir envisagé des professions comme la publicité ou le droit. Il est rapidement passé de son rôle initial de directeur de merchandising à celui d'acteur. Des apparitions en tant qu'invité dans Adam 12, Policewoman et Emergency figurent parmi ses premiers rôles. Il est intéressant de noter que son père et lui ont fait l'objet d'un feuilleton publicitaire diffusé à la télévision nationale avant qu'il n'apparaisse dans un programme sportif. Au milieu des années 1970, il a commencé à obtenir davantage de rôles, dont un rôle secondaire dans un pilote secret impliquant les agents de contrôle des animaux du comté de Los Angeles. Bien que la série n'ait pas été un succès, le producteur Jack Webb l'a engagé dans une série sur un chien et un flic de la police de Los Angeles nommé Sam. Pour son rôle de Robert Dunlap dans le téléfilm Eleanor and Franklin, The White House Years, il a été nommé pour un Emmy, Elsewhere, dans laquelle le personnage de Mark Harmon a contracté le VIH et est mort du sida, était sans précédent à l'époque. Et Mark Harmon a rejoint la distribution en 1983 dans le rôle du docteur Robert Caldwell. À cette époque, Harmon apparaît souvent dans les publicités pour la bière Coors, des téléfilms comme Prince of Bel-Air avec Kirstie Alley et The Deliberate Stranger avec Harmon. Dans le rôle du meurtrier en série Ted Bundy, ont propulsé la carrière de Harmon vers de nouveaux sommets. Retrouvant Alley et Patrick Labyorteaux dans Summer School, il a continué à se faire remarquer en apparaissant dans des films tels que Let's Get Harry. Harmon est apparu dans le téléfilm After the Promise en 1987 et a fait une apparition spéciale dans Moonlighting, marquant son retour à la télévision. Outer the Presidio, dans lequel il partage l'affiche avec Sean Connery et Meg Ryan. Il a également joué dans Stealing Home avec Jodie Foster. En 2002, Harmon a connu un nouveau tournant lorsqu'il a été nommé aux Emmy Awards pour son interprétation de l'agent des services secrets, Simon Donovan dans The West Wing, qui s'est étalé sur 4 épisodes. Donald P. Bellisario, l'homme derrière Jag et NCIS, a été séduit par ce rôle. Harmon est rapidement devenu un pilier de NCIS après avoir joué le rôle de l'agent du NCIS Leroy Jethro Gibbs dans Jag, dans un épisode diffusé en septembre 2003. Mark Harmon est devenu célèbre dans le rôle de Leroy Jethro Gibbs, et il a remporté le People's Choice Award du meilleur acteur de série télévisée policière en 2017. Il a été nommé 6 fois, alors qu'il était producteur exécutif. Il a renoué des relations avec Jane Brooke, Rocky Carroll et Lauren Holly, avec qui il avait déjà travaillé sur Chicago Hope. Bien que Gibbs se soit retiré du NCIS dans le 4e épisode de la 19e saison, son influence se fait toujours sentir dans la série. Cette étoile, qui porte le numéro 2 a été décernée à Harmon le 1er octobre 2012 par le Hollywood Walk of Fame.
Il a créé Wings Production en 2014, qui était responsable de Incest New Orleans. En 2018, il a commencé à travailler sur une série de CBS adaptée du best-seller de John Sanford, Prey, qui s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde. Harmon a épousé l'actrice Pam Dober le 21 mars 1987, dans l'intimité. Leur fils Sean a joué le rôle du jeune Gibbs dans plusieurs épisodes de NCIS. Ils ont 2 autres garçons. La famille se tient à l'écart des projecteurs et garde un profil discret. Harmon est apparenté à de nombreuses personnes célèbres. Tracy Nelson, actrice. Ricky Nelson, musicien. John DeLorean, acteur. Et Matthew et Gunnar Nelson, 2 membres du groupe Nelson. La véritable raison pour laquelle Mark Harmon a quitté NCIS. De nombreux fans ont été pris au dépourvu lorsque Mark Harmon a brusquement quitté NCIS à la fin de la 19e saison. Gibbs a fait partie intégrante du programme pendant les 21 saisons. Et il était célèbre pour son mélange unique de réalisme et de compassion. Après le départ de Harmon, les fans se sont demandé pourquoi il voulait quitter un poste qui avait eu un impact aussi profond sur sa carrière et comment la série allait évoluer sans lui. Les 4 premiers épisodes de la saison 19 avaient une intrigue passionnante. Un complot plus vaste impliquant Sonova Industries a été découvert par Gibbs alors. Qu'il était plongé dans une enquête de haut niveau sur le meurtrier en série Paul Lemire. Gibbs était en fuite de sa propre équipe alors qu'il cherchait à obtenir justice en dehors du réseau. L'agent Timothy McGee était son seul allié. Gibbs a choisi de démissionner de son poste d'agent fédéral, refusant l'offre du directeur Leon Vance de réparer son image, même si l'affaire a finalement été résolue dans Great Wide Open. Ses adieux sincères à des collègues comme Vance et Donald Ducky Mallard marquent la fin de son séjour au sein de l'équipe du NCIS. Et il part pêcher en Alaska pour retrouver une solitude bien méritée. Grâce à l'introduction de nouveaux personnages et à des intrigues qui rendent hommage à son leader emblématique, le NCIS a continué à prospérer même après la retraite de Gibbs. Malgré les rumeurs selon lesquelles la démission de Mark Harmon était liée au scandale qui a entouré celle de Paulie Perrette, les départs des 2 acteurs se sont faits à l'amiable. Harmon a subtilement réduit son temps de présence à l'écran, ce qui pourrait indiquer un changement de cap dans sa carrière. Il a décidé de quitter son poste après 20 ans parce qu'il était prêt pour un changement. Harmon a réfléchi à l'histoire de Gibbs et à sa fin logique dans le commentaire du DVD de la saison 19. Pour lui, il est essentiel de maintenir une partie intéressante et exigeante, et l'Odyssée de Gibbs a trouvé une conclusion appropriée. Le départ de Mark marque la fin d'un chapitre important de NCIS. Le départ de Mark a marqué un changement dans la dynamique de la série et a ouvert la voie à de nouvelles opportunités narratives. Même si le départ de Harmon a créé un vide, les concepteurs de la série y ont vu une occasion d'élargir l'univers de NCIS et d'explorer de nouvelles intrigues. Harmon a déclaré que Gibbs n'était pas à la retraite et qu'il résidait en Alaska, de sorte que les fans gardent de l'espoir de le voir revenir. Même si Gibbs était visiblement absent de l'épisode, les récents débuts de Michael Weatherly dans le rôle d'Anthony DiNardo dans la saison 21 ont renforcé cet espoir. Une interview du co-showrunner Stephen D. Binder accordé à TV Line a révélé que les restrictions financières et de calendrier rendent difficile le retour de Gibbs et d'autres personnages. Binder a réaffirmé que le retour de Gibbs se ferait dans le cadre d'une intrigue importante et unique, promettant que la porte resterait toujours ouverte. Il n'y aura pas de délai de 2 minutes lorsque nous le ferons revenir. Il doit y avoir quelque chose d'exceptionnel. Kristen Nelson, la sœur de Mark Nelson. Résumé de la vie et de la carrière, Mark Harmon et sa sœur aînée Kristen Nelson étaient tous 2 des personnalités connues du grand public. Kristen a grandi dans le milieu des paillettes de Hollywood, avec des compétences créatives et une persévérance à toute épreuve. Elle est née dans une famille célèbre. Dès son plus jeune âge, Kristen a été sous le feu des projecteurs, puisqu'elle fait partie d'une fratrie de 3 célébrités. Comme Mia Farrow et d'autres enfants de célébrités, elle a étudié à la Marymount High School de Bel Air. Kristen est devenue une habituée des séries après avoir fait ses débuts d'actrice dans un caméo dans Ozzie and Harriet. Le rôle d'une jeune mariée face à Rick Nelson dans le film Love and Kisses
sorti en 1960, a été déterminant pour sa carrière et a été unanimement salué par la critique. En plus de ses rôles d'actrice, Kristen a démontré sa flexibilité en faisant des apparitions dans Adam 12, un drame télévisé, et dans le court-métrage The Resurrection of Bronco Billy, qui a été récompensé par un Academy Award. Kristen décide cependant d'abandonner le métier d'actrice en 1982, après son apparition dans Liar's Moon, pour se consacrer à sa nouvelle passion pour la peinture. À l'âge de 17 ans, Kristen découvre sa passion pour la peinture et se fait rapidement connaître dans le milieu artistique. Elle entame sa fructueuse carrière d'artiste avec sa première exposition personnelle en 1967. Elle a acquis une renommée mondiale dans les années 1970, lorsque ses peintures se vendaient jusqu'à 5 000 $ l'unité et étaient souvent comparées à celles de Grandma Moses. Ses peintures colorées et non figuratives attirent des admirateurs tels que Mia Farrow, Jacqueline Kennedy et Dwight Yoakam. Sa renommée est montée en flèche lorsque les Kennedy ont acheté ses œuvres pour la Maison-Blanche. Ses peintures vibrantes et chargées d'émotions sont comme un kaléidoscope des situations de la vie. Des œuvres telles que When the Kennedys were in the White House it the day. He died, un hommage touchant à son père, illustre son point de vue unique sur la vie. Out of My Mind, un livre de table qu'elle a publié en 1999, est une fenêtre sur son esprit qui combine ses œuvres d'art avec de la poésie et des entrées de journal. I want to paint, je veux peindre, est la réponse directe et significative. De Kristen à la question posée en 1998 par le producteur Mark Tinker sur ses intentions futures. Vi Preve de Kristen Nelson. C'est dans la somptueuse église catholique de Los Angeles, Saint Martin of Tours, que Kristen et Rick Nelson ont échangé leurs vœux de mariage le 20 avril 1963. Avec une pointe d'humour, Rick a qualifié leur mariage de « mariage forcé », car Kristen était enceinte à l'âge de 17 ans. Rick, qui s'était éloigné du protestantisme, avait terminé son éducation catholique avant le mariage et avait promis d'élever leurs futurs enfants dans un foyer catholique. Bien qu'ils aient eu 4 enfants ensemble, la relation du couple a été perturbée par le style de vie de rockstar de Rick et ses voyages incessants. Leur mariage était déjà en difficulté en 1975. Lassée des voyages répétés de Rick, Kristen l'installe dans une maison louée en 1967. La situation s'est envenimée lorsque, moins d'un mois plus tard, Kristen a trouvé Rick dans la maison louée avec 2 pom-pom girls des Rams de Los Angeles, jetant ainsi de l'huile sur le feu. Rick a utilisé leurs problèmes à son avantage au tribunal, comme Kristen l'a révélé plus tard. Ils ont donné naissance à 3 fils, Gunnar, Matthew et Sam, mais leur mariage, autrefois parfait, a commencé à s'effondrer. Kristen a fait de son mieux pour sauver leur relation, allant jusqu'à voyager avec Rick et à adopter pleinement son style de vie rock and roll. Mais elle a admis que leur mode de vie nuisait gravement à l'autre. Ils ont suivi une thérapie ensemble lorsque leurs problèmes de toxicomanie sont devenus trop difficiles à supporter. Kristen s'est retrouvée seule face à leurs difficultés lorsque Rick a soudainement cessé de les traiter. De nombreux membres de la famille de Kristen se sont montrés sceptiques lorsqu'elle s'est confiée à eux au sujet de leurs problèmes. Elle finit par craquer et demande le divorce en octobre 1977, réclamant la garde des enfants, une pension alimentaire et une partie de leurs biens. Leur réconciliation est brève, bien qu'elle comprenne l'achat. En avril 1980, de la propriété d'Errol Flynn sur Mulholland Drive pour 750 000 $. Les désaccords ont refait surface en raison de l'obstination de Rick à poursuivre ses tournées au lieu de se concentrer sur son métier d'acteur. Le second divorce demandé par Kristen en octobre 1981 aboutit à la mise, en place d'une garde d'enfants provisoire et d'une pension alimentaire pour le conjoint. Par la suite, Kristen et Rick se sont engagés dans un conflit judiciaire houleux, chaque partie accusant l'autre d'abus de drogue et de mauvais traitements à l'égard des enfants. Les tribunaux ont d'abord accordé à Rick la garde provisoire des enfants et lui ont ordonné de verser une pension alimentaire de 3 600 $ par mois, en dépit de leur relation tumultueuse. Rick, malgré ses difficultés financières, se sent obligé de payer les factures de la famille et Kristen l'accuse d'être malhonnête au sujet de leurs finances.
Les accusations qu'ils ont portées l'un contre l'autre les ont dépeints comme des parents dysfonctionnels luttant contre la toxicomanie. Rick a fait faillite après le divorce, en décembre 1982, en raison de factures juridiques dépassant le million de dollars. Les combats de Kristen contre la toxicomanie ont eu un effet néfaste sur sa vie professionnelle. Après avoir réalisé qu'elle ne parvenait pas à joindre les deux bouts en tant qu'artiste, elle s'est tournée vers le casting et la réalisation, tout en luttant contre une dépendance aggravée par sa participation au trafic de drogue. La plus jeune des enfants de Kristen a finalement été placée chez des proches. Avant que leurs parents n'interviennent, Sam a été prise en charge pendant 18 mois par sa sœur Kelly. Finalement, Mark et Pam ont pris sur eux de s'occuper de Sam. Le 31 décembre 1981, après leur divorce, un événement tragique s'est produit. Rick Nelson, sa fiancée Helen Blair, âgée de 27 ans, et 5 membres de l'équipage sont morts dans une catastrophe aérienne. Des facteurs inconnus ont provoqué l'écrasement de l'avion alors qu'il se dirigeait vers le Love Field de Dallas. Certains ont émis l'hypothèse qu'un incendie dans le cockpit aurait été la source d'allumage de la catastrophe, entre autres possibilités. Nelson a été testé positif aux drogues, ce qui a conduit les enquêteurs fédéraux à penser que la consommation de drogues à bord pouvait avoir joué un rôle dans l'incident. Un incendie s'est déclaré dans l'habitacle, ce qui a conduit le commandant de bord et le copilote restant à tenter un atterrissage d'urgence, selon leur rapport. Malgré ces affirmations, les échantillons de sang des 2 pilotes n'ont pas révélé la présence de drogue ou d'alcool, après des examens approfondis. Le National Transportation Safety Board n'a pas déterminé que les drogues étaient à l'origine de l'incendie. Les problèmes de garde de Kristen et sa relation avec Sam. Mark Harmon s'est impliqué pour aider sa sœur Kristen à traverser une période difficile après la terrible perte de Rick Nelson. Comme personne d'autre ne pouvait la persuader, il a pris sur lui de la faire entrer dans un centre de réadaptation. Après sa guérison en 1997, Kristen se heurte à un autre obstacle de taille. Une violente dispute pour la garde de son fils, Sam. Une bagarre a éclaté dans la famille de Mark à la suite de son désaccord avec Pam et Kristen. Le tribunal a ordonné à Kristen de rester à 200 mètres de Mark, de sa famille et de son enfant, en vertu d'une ordonnance restrictive. Mark a également obtenu la garde provisoire de l'enfant. La lutte pour la garde des enfants entre Mark Harmon et Kristen Nelson a été conflictuelle et tendue. Mark a finalement choisi de mettre fin aux procédures judiciaires. Trop de sang a été versé, a-t-il déclaré à l'avocat de Kristen, exprimant son désir de mettre un terme à la bataille pour la garde de l'enfant. Mark ayant obtenu un droit de visite. Le couple a également décidé de consulter un thérapeute familial afin d'être soutenu tout au long du changement et d'aller au fond des problèmes. Kristen, qui venait de sortir d'un centre de désintoxication, déclara avec plaisir aux journalistes, « Sam rentre à la maison. » En juin 1987. Elle souhaite que la famille entame une thérapie familiale et fasse de son mieux pour redevenir heureuse. Le conflit entre Kristen, Mark et la femme de Sam, Pam Dauber, a été résolu lorsque Sam a consenti à retourner sous la tutelle de sa mère. Mark est désormais libre de rendre visite à Sam, conformément à l'accord révisé. Mark et Pam avaient pris Sam en charge après que Kristen se soit inscrite en cure de désintoxication pour son addiction aux médicaments. Alors qu'elle attendait sa sortie de l'hôpital de Century City, Nelson aurait appris que Sam ne voulait plus vivre avec elle et que Harmon et Dauber en demandaient de la garde. Selon le discours d'ouverture de l'avocat de Harmon, Lawrence M. Stone, Sam savait que sa mère était toxicomane. En raison du divorce amer de ses parents, lorsque Sam était un petit garçon et de la mort de son père dans un accident d'avion en 1985, il a eu une enfance sauvage. Selon lui, le témoignage de Dauber sur la peur de Sam de rentrer chez lui a été présenté au tribunal lors de l'audience de garde de Kristen Nelson. Selon elle, le comportement irrationnel de la mère de Sam, qui comprend des cris et un langage grossier, l'a effrayé. Selon Mme Dauber, Sam avait confié ses problèmes à son médecin, Gary Chase, en expliquant que les sautes d'humeur de sa mère, provoquées par la drogue, étaient à l'origine de leurs fréquentes et vives disputes. Kristen a manifesté une large gamme d'émotions et de comportements, y compris l'exaltation, la léthargie, la colère déraisonnable et l'agitation, comme l'a mentionné Dauber.
Sous le contre-interrogatoire de Carl Osborne, l'avocat de Nelson, Dauber a admis que dans un monde idéal, les enfants devraient vivre avec leurs parents d'origine. Elle a eu honte de reconnaître qu'avant de demander la garde, elle n'avait pas vérifié la santé mentale ou physique de Kristen. Dans son témoignage, Dauber a confirmé qu'elle suivait les intentions de Sam en déclarant « Son objectif me semble raisonnable. » Cela signifie que Sam ne voulait pas rentrer chez lui. Le juge Ronald E. Swearinger a résumé le scénario en disant que Sam rendait sa mère responsable de ses problèmes et qu'il avait du mal à supporter l'absence de son père. Osborne a rejeté l'accord comme étant une reddition inconditionnelle. Sam Nelson, de l'épanouissement personnel à la renaissance de l'héritage familial. Après avoir obtenu son diplôme de psychologie au Boston College, Sam Nelson a suivi un chemin différent, qui s'est traduit par une relation revitalisée avec sa mère, Kristen. Lors d'une interview réalisée en 2016, il a réfléchi à leur relation et a fait remarquer qu'en vieillissant, les choses qui étaient autrefois importantes n'ont plus de raison d'être. Ces problèmes ne sont plus des problèmes. Soit vous êtes capable de les dominer, soit vous ne l'êtes pas. Quoi qu'il en soit, votre objectif premier est de les dominer. Au cours de la conversation qui a eu lieu au Nouveau-Mexique, Sam a également exprimé son affection pour Kristen, complimentant ses capacités créatives et les nombreuses idées qu'ils partageaient l'un avec l'autre. Il a insisté sur la solidité et la vitalité de leur relation, soulignant qu'elle s'était renforcée en dépit du fait qu'ils avaient été séparés par le passé. Sam a fait l'éloge de leur lien unique et a souligné comment, au fil du temps, ils avaient développé une relation à la fois significative et positive. Au cours de sa vie professionnelle, il a embrassé la tradition musicale que sa famille avait laissée derrière elle. Il est devenu le principal chanteur et compositeur du groupe H is Orange, qu'il a rejoint après avoir effectué un stage chez MCA Records. Les contributions novatrices qu'il apporte au groupe témoignent clairement de son enthousiasme pour la musique. Sam a relevé le défi de ressusciter les aventures d'Ozzy et Harriet pour le public contemporain. Il était motivé par la nécessité de respecter l'héritage laissé par sa famille. Au cours des 12 dernières années de ma vie, je me suis consacré à la restauration et à la sauvegarde de l'émission de télévision produite par ma famille, a-t-il déclaré. Sa passion pour ce projet a été récompensée par une nomination aux Saturn Awards, ce qui témoigne de la quantité d'efforts et d'attention qu'il y a consacré. Dans le but de ramener ce classique très apprécié à la télévision et de préserver une partie précieuse de l'histoire de sa famille, Sam a lancé une campagne Kickstarter afin de collecter des fonds pour cette quête. La mort de Kristen Nelson. L'actrice Kristen Nelson, connue pour son rôle dans Amour et baiser, est décédée le 10 décembre 2018, laissant au monde une âme véritablement unique en son genre sans elle. Après avoir été victime d'une crise cardiaque, Kristen est décédée le 27 avril à l'âge de 72 ans, selon sa fille Tracy, qui en a fait de l'annonce. Le 1er mai, Tracy a annoncé la nouvelle à ses amis et à sa famille sur Facebook, décrivant le décès de sa mère comme « soudain et inattendu ». Elle a également révélé que Kristen luttait depuis 1 an contre une maladie pulmonaire qui l'avait plongée dans le coma pendant un certain temps. Dans son hommage, Tracy a créé une célébration colorée de la personnalité vivante de sa mère. Tracy a noté que personne ne pouvait mettre une maison sens dessus-dessous comme elle le faisait, montrant ainsi la capacité de Kristen à transformer l'agitation en magie. Oh. Personne ne pouvait mettre une maison sens dessus-dessous comme elle le faisait. Elle a décrit sa mère comme la personnification de la coolitude, déclarant « Elle n'était pas seulement quelqu'un qui connaissait les gens cool. Elle se souvient de sa mère avec tendresse. C'était une personne vraiment cool. C'était l'âme de la fête. Elle était toujours au courant de ce qui se passait. » Dans son hommage poignant, Tracy s'est souvenu de l'extraordinaire capacité de Kristen à égayer toutes les pièces qu'elle visitait. Même si Kristen n'était pas le genre de personne à manifester vocalement son affection pour les autres, son comportement en disait long et a laissé une impression profonde et durable sur tous ceux qui l'ont connue. La vie privée et les défis de Tracy Nelson. Après avoir passé son enfance dans les rues animées de Santa Monica, en Californie, Tracy Nelson s'est lancée dans une fantastique aventure à travers la vie et le monde du spectacle.
Après avoir terminé ses études à la Buckley School et à la Westlake School for Girls, aujourd'hui connue sous le nom de Harvard Westlake School, Tracy a poursuivi son intérêt pour les arts au Bard College, situé dans la région du nord de l'État de New York. Elle s'y est spécialisée dans la danse et l'histoire européenne. La carrière d'actrice de Tracy a commencé alors qu'elle n'avait que 4 ans, lorsqu'elle est apparue dans le film Yours, Mine and Ours, sorti en 1968 avec Lucille Ball et Henry Fonda. Tom Bosley, également présent dans le film, deviendra par la suite sa covedette. Outre sa carrière d'actrice, Tracy était une danseuse de ballet dévouée, entraînée par Tonya Lachine pendant 17 ans. Elle était toute petite lorsqu'elle est partie en tournée avec un groupe de danse en Californie, où elle s'est produite sur scène et a montré ses capacités. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Tracy poursuit une carrière dans le théâtre, au cours de laquelle elle reçoit l'enseignement des célèbres professeurs Kim Stanley et Nina Fudge et participe au festival Fringe d'Édimbourg, au Royaume-Uni. C'est en 1982 qu'elle fait ses débuts à la télévision, en incarnant la Valley Girl Jennifer Denuccio dans la série Square Pegs. Son interprétation de la fille anorexique dans Down and Out in Beverly Hills de Paul Mazursky, sorti en 1997, a marqué les téléspectateurs. Elle a ensuite joué le rôle de Sister Stephanie dans la célèbre série télévisée The Father Dowling Mysteries. Elle apparaît également dans des programmes tels que The Man from Snowy River, A League of Their Own et Glitter, démontrant ainsi sa flexibilité et sa personnalité attachante. Au cours des années 1990, Tracy Nelson s'est imposée comme une figure connue du monde de la télévision. Elle a fait des apparitions dans un certain nombre de programmes bien connus, notamment Seinfeld, Family Ties, Murphy Brown, The Nanny, Seventh Heaven, Melrose Place, Will and Grace, Matlock at Diagnosis Murder, and autres. Ses capacités théâtrales ont brillé de 1000 feux, notamment lorsqu'elle a joué le rôle de Rizzo dans Grease, à la fois à Broadway et avec la compagnie itinérante en 1995. Au cours de sa carrière variée, elle est apparue dans plus de 20 programmes télévisés et dans un grand nombre de pièces de théâtre, dont The Perfect Husband, The Perfect Nanny, Kate's Secret, The Fight for Jesse at the Rival in 2006. Tracy s'est également essayée à l'écriture en écrivant un film sur sa famille intitulé The Nelsons et en publiant un livre sur ses propres expériences de vie. Ces 2 projets ont été couronnés de succès. La vie privée de Tracy a connu des hauts et des bas à différents moments. En 1987, elle s'est mariée avec l'acteur William R. Moses, et le couple a eu une fille avant de divorcer en 1997. Un garçon nommé Elijah Nelson Clark est né de son union avec son mari Chris Clark en 2001. En outre, le parcours de Tracy a été marqué par la lutte extraordinaire qu'elle a menée contre le cancer. Tracy a suivi un traitement intensif à l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles, comprenant de la radiothérapie, de la chimiothérapie et de la chirurgie. Un lymphome Hodgkinien de stade 2 lui a été diagnostiqué peu après son mariage, avec Moses et 1 an après l'horrible catastrophe aérienne survenue avec son père. En 2005, on lui a diagnostiqué un cancer de la thyroïde et en 2010, un cancer du sein, tous 2 liés à des dommages causés par les radiations. Elle est toutefois entrée en rémission. Elle en est sortie triomphante après avoir subi une mastectomie bilatérale et une intervention chirurgicale importante, faisant preuve d'un courage et d'une force d'âme extraordinaire. Son expérience l'a incitée à faire campagne pour la recherche sur le cancer, et elle est finalement devenue porte-parole de la Lymphoma Research Foundation of America au nom de l'organisation. Tracy a reçu le Jill Ireland Award et le Lifesaver Award de l'Amy Caron Cancer Fund for Children, qui l'ont célébré comme un symbole d'espoir et de persévérance. Ces 2 prix ont été décernés en reconnaissance des importantes réalisations de Tracy. Gunnar et Matthew Nelson. Au début des années 40, les jumeaux de Rick et Kristen Nelson, Matthew et Gunnar Nelson, sont devenus populaires en tant que moteurs du groupe de rock Nelson. Grâce au succès de la chanson Can't Live Without Your Love and Affection, qui figure sur leur premier album, After the Rain, ils sont rapidement devenus célèbres. Cependant, des difficultés se sont présentées avec leur maison de disques, Geffen Records, ainsi que l'avènement de la musique grunge,
ce qui a finalement entraîné leur départ du label en 1995. Cela n'a pas empêché les frères de continuer à créer de la musique via leur propre maison de disques, Stone Canyon Records. Ils ont également respecté l'héritage de leur père en créant l'album Ricky Nelson Remembered. Leurs réalisations musicales leur ont valu de figurer dans le livre Guinness des records en tant que première famille à avoir des singles numéro 1 sur 3 générations successives, en commençant par leurs grands-parents. Ozzy